La Bretagne a un rôle tout particulier à jouer dans le cadre des efforts de l'État en matière de décentralisation. Cette volonté décentralisatrice et régionaliste de la Bretagne, elle est très ancienne. Je veux juste rappeler, c'est un peu pour l'anecdote, mais pas seulement, c'est aussi pour le rapporteur général du budget. Avant la Première Guerre mondiale, des députés bretons, qui étaient des députés républicains, qui étaient des députés radicaux, qui étaient totalement intégrés à la République radicale, des républicains donc, avaient lancé des pétitions en faveur d'une régionalisation de la France et pour un soutien aux langues régionales et en particulier aux Bretons. Et ils avaient été accusés, eux, vous imaginez, des radicaux de la grande époque, ils avaient été accusés d'être des séparatistes. Ça, c'était il y a un peu plus d'un siècle. On se rappelle aussi des déconvenus du Célib, qui est très souvent cité et qui a encore été cité aujourd'hui à juste titre. Cette union, a priori hétéroclite, de grands républicains, de grands résistants aussi, il faut le rappeler. M. René Pleven d'un côté, M. Tanguy Prigent de l'autre, par exemple, pour prendre deux personnalités politiques extrêmement connues dans notre histoire, qui se sont battus ensemble et qui ont été les fers de lance de la décentralisation, qui ont obtenu des choses, qui ont aussi obtenu beaucoup de déceptions. Rappelons-nous. Rappelons-nous et ne mythifions pas non plus l'ensemble des acquis politiques en matière institutionnelle du Célib. Il n'empêche que, et moi je le vis pleinement comme tel, vous êtes, Monsieur le Président, nous sommes tous ici, sur ces différents bancs, nous sommes des héritiers. Nous sommes les héritiers de cette longue aventure où la Bretagne a cherché, dans la difficulté, à être à la pointe des combats de la décentralisation. Dans un contexte institutionnel de notre République qu'il faut toujours rappeler, c'est que depuis la Révolution française, dans toutes les constitutions, depuis la Constitution de 1790 jusqu'à la Constitution de la 4e République incluse, ce n'est plus le cas de la 5e. Il y avait un binôme dans l'article 1 affirmant la République est une et indivisible. Jamais les Bretons organisés, jamais les Bretons dans la vitalité démocratique ne se sont opposés à ces deux noms-là, unité et indivisibilité. Mais toujours, depuis le 19e, les radicaux d'avant la Première Guerre mondiale et René Pleven ensuite ont tous lutté contre un petit mot qui n'était pas constitutionnel, mais qui était absolument prégnant dans toutes les attitudes des gouvernements successifs, à savoir l'uniformité. La République, elle était une et indivisible, et pour être une et indivisible, elle devait être uniforme. Et les Bretons ont toujours dit que la Bretagne pouvait être une et indivisible, la France pouvait être une et indivisible en étant diverse. La diversité comme une richesse, la différenciation comme une richesse. Nous sommes les héritiers de ces combats-là qui visent toujours à lutter contre les absurdités administratives auxquelles peuvent conduire parfois la rigidité de l'uniformité. Regardons ce qui apparaît dans tous les débats autour des Gilets jaunes, et d'ailleurs, au départ, dès le mois de décembre, qui avait été mise en avant, cette question des 80 km/h. 80 km/h partout, sur toutes les routes départementales. Eh bien, vous êtes en haute montagne, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, vous ne pouvez que très difficilement atteindre les 40 ou les 50. Et puis quand vous êtes dans les Landes, dans les très longues lignes droites, sans carrefour et sans débouché de vicinal, il est aussi difficile d'être à 80. Et il n'y a pas de dangerosité supplémentaire. De nombreuses études ont pu le montrer ici et là. Pourquoi ne fait-on pas confiance aux élus? Pourquoi ne fait-on pas confiance à la diversité? C'est ça, un véritable pacte girondin. C'est un pacte de confiance avec les territoires au nom de leur singularité. Le président de la République avait annoncé le 21 juin un pacte girondin en Bretagne. Je ne refais pas l'histoire, elle a été rappelée tout à l'heure. Sommes-nous là aujourd'hui, à un pacte girondin? Cela a déjà été dit, la promesse présidentielle, autour de ce mot, de cette expression,
La promesse présidentielle n'a pas été tenue. Pour autant, devons-nous refuser les pas qui nous sont proposés dans un certain nombre de politiques publiques? Évidemment pas. Je voudrais faire un petit point de méthode et répondre à Marc Le Fur, qui malheureusement est sorti, mais qui m'entend peut-être des pièces voisines. Sur la méthode, je l'ai trouvé très sévère. Oui, vous avez été confronté, Monsieur le Président, à de grandes difficultés organisationnelles, vu qu'il fallait organiser la vitalité de notre vie démocratique représentative, CTAP, Césaire, en même temps que vous procédiez aux négociations évidemment difficiles et fluctuantes avec l'État. Pourtant, vous avez pris la responsabilité de réunir la CTAP, certes sur un dossier non stabilisé, et pour cause, les négociations continuaient, mais vous l'avez fait. Et vous vous êtes présenté en toute transparence, j'étais présent, en toute transparence, rien n'a été caché de vos difficultés devant le Césaire. Il fallait le faire, et tout le monde ne l'a pas fait. Je le dis pour information, Madame Morancet, demain, présidente du Conseil régional des Pays de Loire, signera un pacte d'avenir avec le Premier ministre qui n'a été soumis ni à sa session, ni à la CTAP, ni au Césaire, même dans des versions non stabilisées. Il y avait donc d'autres méthodes possibles. Vous avez choisi, en transparence et dans la difficulté, de dire les choses telles qu'elles étaient à des moments donnés. Je pense qu'il faut, à l'égard de cette attitude, avoir moins de sévérité et plus de bienveillance. Quant au rappel de ce discours historique que j'invite tout le monde, c'est facile, on le trouve très facilement sur le net, ce discours extraordinaire du général de Gaulle du 2 février 69 à Quimper. Très grand discours, évidemment. Je vous invite à le réécouter et surtout à analyser les suites. On le sait, grand discours, Marc Le Fur a raison de le dire, mais enfin les suites, c'est que c'est le dernier grand discours du général de Gaulle, puisqu'il a dû quitter le pouvoir quelques semaines plus tard, après un référendum perdu autour de la question de la décentralisation, de la régionalisation et de la réforme du Sénat. Et d'ailleurs, gâchis, dit-on, à juste titre, les Bretons, à l'époque, avaient voté majoritairement en faveur de cette régionalisation, décentralisation et de cette réforme du Sénat. On avait appris ce jour-là que l'on votait parfois contre celui qui pose la question et non pas à la question posée. L'ironie de l'histoire et le clin d'œil de l'histoire, c'est que c'est François Mitterrand, auteur du coup d'État permanent quelques années avant, qui va engager les premières grandes lois de décentralisation de notre pays. Bref, quand on voit le texte « Contrat pour l'action publique », moi je pose, et le groupe que je représente pose une question simple. À chaque paragraphe, l'efficacité de l'action publique sera-t-elle plus grande, plus agile, plus évidente demain avec ce texte qu'elle ne l'est aujourd'hui à la veille de la signature? Eh bien, dans un certain nombre de domaines, on peut tout simplement répondre oui, évidemment, l'action publique devrait être plus efficace demain en matière de politique de l'eau, présidée par le Conseil régional en lien très étroit avec l'ensemble des strates intercommunales et avec un État qui assurera sa fonction régalienne de rôle de police. Voilà, ça c'est un exemple type de quelque chose vers quoi la Bretagne tend depuis tant et tant d'années. Un État expert dans ses rôles de police, on va dire, dans le régalien, et une région, instance d'animation, instance de concertation, instance de régulation avec l'ensemble des acteurs infrarégionaux. La situation sera-t-elle meilleure demain, après la signature, qu'aujourd'hui? Dans ce domaine-là, oui, je crois qu'on peut le dire. Oui, avec une forme d'enthousiasme, il faut le dire. Est-ce que la situation sera meilleure dans les domaines de la jeunesse, de la vie associative et du sport, suite à des délégations de compétences? Moi, je suis porteur de délégations de compétences dans le domaine culturel. Elles ont été arrachées après des mois et des mois de négociations. On remettait pratiquement la République en difficulté
avec cette petite délégation de compétences à l'échelle de politique culturelle d'une région? Y a-t-il un seul acteur du cinéma ou du livre qui estime que les politiques sont aujourd'hui moins efficaces, moins agiles, moins présentes qu'hier? Pas un, pas un, pas un. Et je peux imaginer que demain, dans le domaine de la jeunesse, de la vie associative et du sport, nous pourrons prouver ensemble, avec les acteurs de terrain, que les politiques publiques, au service des Bretonnes et des Bretons, seront plus efficientes. Je ne reviens pas sur le Pinel, ça a été dit, et je partage, ainsi qu'évidemment sur Diwan et plus généralement sur les écoles bilingues. Mais je profite de ce dernier point pour faire la différence, très simplement, entre un pacte girondin et un contrat pour l'action publique. Disons les choses de la manière la plus claire et la plus simple possible, nos langues sont menacées. C'est clair. À l'échelle d'une génération, nos langues sont menacées. Ça, c'est la toile de fond. Deuxième élément, Diwan, vu sa situation financière, est aujourd'hui très concrètement menacée. Menacée de cessation de paiement dans les mois à venir. C'est clair. La toile de fond, on la connaît. La situation précise de Diwan, on la connaît. Les 300 000 € pour Diwan sauvent tout simplement la filière immersive. C'est un premier point. Le forfait scolaire, c'est un pas important, réclamé depuis longtemps, qui va permettre, on peut l'espérer, de donner un peu d'air à l'ensemble de ces filières. Est-ce qu'elles vivront mieux demain, après la signature de ce texte, qu'hier? Oui, immanquablement oui. La survie même de Diwan était en jeu. Ça ira donc mieux. Est-ce pour autant un véritable pacte girondin, avec une confiance pleine et entière dans la structure régionale pour piloter les politiques linguistiques en lien étroit avec une éducation nationale qui l'accepterait pleinement? Non, on n'en est pas là. C'est un contrat, c'est un pas en avant qu'il faut faire impérativement, mais ce n'est pas véritablement un pacte girondin. En conclusion, 2 points. Le premier, c'est que ce document, ce contrat pour l'action publique pour la Bretagne, c'est un document qui va être signé au mois de février 2019 et qui n'est absolument pas la fin en soi. C'est une étape. Une étape, comme le Tour de France. Quand on a fini une étape, on repart le lendemain matin. Dès la semaine prochaine ou la semaine d'après, nous réunirons à nouveau le groupe de travail sur la différenciation, qui réunissait la plupart des groupes de cet hémicycle, pour envisager ensemble l'étape nouvelle qu'il nous faudra proposer au gouvernement. Il faut le faire avec pugnacité, avec ambition, en étant digne des grands anciens qui nous ont précédés et sans la moindre résignation. On connaît l'histoire institutionnelle de la France, on la connaît très bien. Si on est résigné, on est perdu. Ne soyons pas résignés, soyons ambitieux, agissons avec pugnacité et allons au-delà, c'est le deuxième point de ma conclusion. Oui, le Conseil régional a des initiatives à prendre, mais oui, nous le savons et nous l'avons entendu lors de la CTAP, les collectivités infrarégionales ont aussi des responsabilités à prendre en matière de différenciation. Accompagnons-les, engageons avec elles la Bretagne tout entière, progressivement. J'en suis persuadé, le pacte girondin, nous l'aurons.